Allègement des mesures de restriction anti-Covid-19 en Afrique du Sud. Le gouvernement annonce une baisse spectaculaire du nombre de contaminations et la réception de nouveaux lots de vaccins Johnson & Johnson. En Libye, près de 100 migrants ont été secourus dimanche au large de la côte ouest du pays. Plusieurs parmi eux sont portés disparus. Et puis à Hong Kong, 47 personnes inculpées pour subversion. Elles sont poursuivies au nom de la loi sur la sécurité nationale. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonjour à tous et très bon mois de mars. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que son pays va alléger ses mesures de restriction anti-Covid et que le gouvernement a décidé de faire passer le pays du niveau d'alerte 3 en niveau 1. Le pays le plus touché par le virus en Afrique a reçu ce week-end une deuxième livraison de vaccins Johnson & Johnson contre la Covid-19 et compte accélérer sa campagne de vaccination. Les précisions. Un nouvel allègement dès lundi des restrictions imposées pour endiguer la propagation du Covid-19 en Afrique du Sud, pays le plus touché du continent, après une baisse spectaculaire du nombre de contaminations. Cet allègement, qui entre en vigueur dès ce dimanche à minuit, va permettre une reprise de la plupart des activités économiques dans un pays à économie sinistrée par le virus. Dans une adresse télévisée, Ramaphosa a fait état d'une baisse constante des contaminations et des admissions hospitalières ces 8 dernières semaines. Suite à une évaluation de l'état actuel de la pandémie dans le pays, le cabinet, après avoir consulté à différents niveaux les provinces et les maires des métropoles, a décidé plus tôt dans la journée de faire passer le pays du niveau d'alerte 3 au niveau 1. Le nouveau niveau d'alerte entrera en vigueur plus tard dans la soirée, une fois que la réglementation aura été publiée au journal officiel. Selon le chef de l'État, l'Afrique du Sud a enregistré un peu moins de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 au cours de la semaine écoulée, contre plus de 40 000 au cours de la dernière semaine de janvier et environ 90 000 au cours de la dernière semaine de décembre. Il a attribué cette baisse spectaculaire aux mesures de santé publique, au changement de comportement et l'acquisition d'une immunité chez ceux précédemment contaminés. Certaines mesures de restriction avaient été déjà allégées le 1er février, vente d'alcool et rassemblements religieux avaient notamment à nouveau été autorisés et la durée du couvre-feu déjà réduite. Covid-19 toujours avec ses 200 millions d'habitants, le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, recevra mardi près de 4 millions de doses de vaccins contre la pandémie. L'information a été donnée par les autorités. Ces doses sont financées par le dispositif COVAX, destiné en particulier aux pays défavorisés. Le Nigeria va recevoir 3,92 millions de doses de vaccins AstraZeneca mardi 2 mars, peut-on lire dans un communiqué de l'Agence nationale en charge de la campagne de vaccination. Cette livraison fait du pays le 3e en Afrique de l'Ouest à bénéficier du dispositif COVAX après le Ghana et la Côte d'Ivoire. Au total, le Nigeria doit recevoir 16 millions de doses à travers ce dispositif au cours des prochains mois. Ces premières doses seront destinées en priorité au personnel de santé. Le pays de Muhammadu Buhari veut vacciner au moins 70% des Nigérians de plus de 18 ans d'ici les 2 prochaines années, mais ce chiffre paraît très ambitieux compte tenu des immenses défis sécuritaires et logistiques dans le pays. Le Nigeria comptait dimanche 155 417 cas de Covid-19 recensés, dont 1905 décès. Mais ces chiffres sont sous-évalués, le nombre de tests réalisés étant faible. En outre, un variant du coronavirus a été découvert ces derniers mois dans le pays, mais des recherches sont toujours en cours pour déterminer s'il est plus contagieux et mortel.
On reste au Nigeria où les parents des 317 adolescents enlevés vendredi dans leur pensionnat du nord-ouest du pays sont toujours sans nouvelles de leurs enfants. Dimanche, dans son homélie, le pape François s'est associé à leur peine. Reportage. Le nord-ouest du Nigeria, toujours sous le choc. Des parents ayant appris la nouvelle de l'enlèvement de leur progéniture attendent désespérément leur retour. L'école pour jeunes filles de Djangébé, dans l'est de Zamfara, était totalement déserte samedi et seuls quelques animaux errant sur les lieux perçaient le silence de mort autour du pensionnat où les 317 élèves ont été arrachés de leur dortoir par des hommes armés dans la nuit du jeudi à vendredi. À l'intérieur du bâtiment, il ne reste que des lits en métal superposés, de vieux matelas en mousse abîmés, des vêtements abandonnés et quelques autres effets. Les parents n'en reviennent toujours pas, les encadreurs non plus. Tous ont désormais les yeux tournés vers le gouvernement qui a annoncé s'être mis aux trousses des assaillants. Ce dimanche, à l'issue de la prière dominicale de l'Angélus sur la place Saint-Pierre au Vatican, le pape François a uni sa voix à celle des évêques du Nigeria condamnant le vil enlèvement des 317 jeunes filles. Depuis le mois de décembre dernier, c'est la 3e fois qu'un pensionnat est attaqué dans les régions du nord-ouest du pays. Ces kidnappings de grande ampleur se multiplient dans cette région où des groupes criminels spécialisés dans les enlèvements contre rançon opèrent depuis une décennie. L'inquiétude de nombre d'ONG désormais est que la multiplication de ces kidnappings n'aggrave davantage la déscolarisation, particulièrement des filles, dans cette région qui compte déjà le plus grand nombre d'enfants n'allant pas à l'école au monde. Ce journal se poursuit. Le groupe armé Forces démocratiques alliées fait encore parler de lui dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Dans 2 attaques ce week-end, ce groupe aurait tué 10 civils selon le bilan fait par l'armée. Nous déplorons la mort de 8 civils décapités dans le village de Boyo, ici en Ituri, par des ADF qui ont aussi tué 2 autres civils par balle à Kainama, a déclaré à l'AFP le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la province de l'Ituri. La poursuite de l'ennemi pour nettoyer la zone continue, a-t-il affirmé. Des sources administratives et locales ont confirmé les 2 attaques, précisant que des maisons ont également été incendiées par les assaillants. Le village de Kainama est situé dans l'extrême nord de la province du Nord Kivu, à la limite avec l'Ituri. Il est à 5 km de celui de Boyo. Les ADF sont historiquement des rebelles musulmans ougandais installés dans l'est de la RDC depuis 1995. Sans s'attaquer à l'Ouganda depuis des années, ces bandes armées commettent régulièrement des massacres sur des civils sans défense depuis octobre 2014 dans la région de Béni et ses environs. L'armée congolaise mène des opérations militaires contre ces ADF dans cette zone depuis fin octobre 2019, sans toutefois avoir pu mettre fin au massacre. Dispersés par ces opérations militaires, les ADF opèrent désormais en petits groupes mobiles, selon des experts de l'ONU. Après une relative accalmie en janvier, les membres présumés des ADF multiplient des tueries des civils depuis début février dans les territoires de Béni et Irumu, au nord-est de l'Ituri. Depuis près de 3 décennies, l'est de la RDC est déstabilisé par la présence de dizaines de groupes armés locaux et étrangers d'importances diverses. Dans un récent rapport, les experts du baromètre sécuritaire du Kivu ont recensé au moins 122 groupes armés actifs dans 4 provinces orientales. Près de 100 migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer ont été secourus dimanche au large de la côte ouest de la Libye. Plusieurs parmi eux sont par contre portés disparus. Les précisions. Une traversée par l'ailleurs qui vire au drame. Dimanche, les migrants en majorité africains ont été secourus par des gardes-côtes de la marine libyenne et ramenés à la base navale de Tripoli. Une équipe de l'Organisation internationale pour les migrations les a pris en charge à leur arrivée. Parmi eux, figurent 6 femmes et 2 enfants. Ils sont pour la plupart originaires du Cameroun, du Soudan et du Mali, selon un représentant de l'OIM sur place. 2 survivants ayant entrepris cette périlleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre les côtes italiennes et qui se trouvaient dans un état critique ont été transportés vers un hôpital de la capitale. Une vingtaine de passagers sont portés disparus. Dans la plupart des cas, il y a peu d'opérations menées pour récupérer les migrants portés disparus, a déclaré à l'AFP Safa Cheli, porte-parole de l'OIM à Genève. Voir des corps rejetés par la mer sur les plages est désormais banal, a-t-elle déploré. Samedi,
L'ONG allemande Sea-Watch avait secouru 147 migrants au large de la Libye, en proie au chaos, dans le cadre de 2 opérations de sauvetage menées par son navire Sea-Watch 3. La veille, elle avait déjà secouru 45 migrants. Plus de 1200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée selon l'OIM. Malgré une insécurité persistante, la Libye reste une route majeure pour des milliers de migrants fuyant le désespoir, la pauvreté et la corruption pour tenter de rejoindre l'Europe, souvent au prix d'une odyssée longue et dangereuse. Au moins 3700 hommes, femmes et enfants ont été interceptés et ramenés dans ce pays depuis le début d'année, a indiqué le bureau de l'OIM en Libye vendredi sur Twitter. Et puis la police hongkongaise a annoncé ce dimanche 28 février des poursuites pour subversion contre près d'une cinquantaine de membres de la mouvance pro-démocratie. C'est le groupe le plus important inculpé le même jour au nom de la loi sur la sécurité nationale. Reportage. À Hong Kong, près d'une cinquantaine de membres de la mouvance pro-démocratie ont été inculpés le 28 février pour subversion en lien avec les primaires de l'été dernier, une illustration de la répression menée par Pékin. Ce groupe, le plus important à avoir été inculpé le même jour au nom de la loi draconienne sur la sécurité nationale, faisait partie des 55 personnes, dont certaines des figures les plus connues de l'opposition hongkongaise, qui avaient été arrêtées début janvier. L'Union européenne a réagi en faisant part de sa forte inquiétude. Elle a souligné que la nature de ces accusations montrait clairement que le pluralisme politique légitime ne serait désormais plus toléré à Hong Kong. L'ex-colonie britannique avait traversé avec les mois de manifestations sa pire crise politique depuis sa rétrocession en 1997 à la Chine. Et Pékin a entrepris l'année dernière une reprise en main musclée de sa région théoriquement semi-autonome. Celle-ci s'est notamment concrétisée par le nouveau texte de loi qui a été imposé fin juin 2020 sans débat au sein du Conseil législatif de Hong Kong et s'attaque à 4 types de crimes, la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'info revient dans un instant.